Marcel Duchamp, à tort ou à raison, lorsque on pense à vous, lorsque l'on parle de vous, on est amené à penser que le mot art a eu pour vous des significations différentes, ou tout au moins que vous n'avez pas toujours attaché à ce mot et au concept qui vient avec lui la même valeur, la même force. Est-ce exact? Dans une grande mesure, c'est exact, car j'ai toujours été frappé de la monotonie de compréhension du mot art qui était surtout fait d'une tradition d'un siècle à l'autre ou d'un demi-siècle à l'autre demi-siècle, c'est-à-dire que le goût a joué beaucoup plus dans la signification du mot art que l'art, comme je le comprends, comme une chose très, très, beaucoup plus générale et beaucoup moins dépendante de chaque époque. Et le mélange de goût dans la définition du mot art est pour moi une erreur. L'art est une chose beaucoup plus profonde que le goût d'une époque. Et l'art d'une époque n'est pas le goût de cette époque. C'est très difficile à expliquer parce que les gens ne pensent pas qu'on puisse faire autre chose que par goût. On vit par son goût, on choisit son chapeau, on choisit son tableau. Le mot art, d'ailleurs, étymologiquement, veut dire faire, simplement faire. Faire avec, si vous voulez, et presque faire avec les mains. Donc, art, c'est tout ce qui est fait avec la main, et généralement par un individu. Ce qui donc rend la chose bien différente de ce qu'on appelle le goût et l'acquiescement de toute une époque envers certains tableaux, certaines choses, n'est-ce pas? Et ça gêne énormément parce que le goût est une source de plaisir. Et l'art n'est pas une source de plaisir. C'est une source qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de goût. Et c'est ce qui se passe de 1850 à 1900, comprenez-vous? Sans forcément avoir un intérêt quelconque, un goût quelconque. Je pense que ce que vous venez de dire est très clair, mais immédiatement quelques remarques me viennent à l'esprit. Je ne voudrais pas employer le mot limite, mais néanmoins, la définition de l'art que vous venez de donner ne cantonne-t-elle pas l'art dans un domaine purement artisanal? Ah, pas du tout, parce que faire, on peut faire des choses extrêmement subtiles et qui ne soient pas artisanales du tout. Ce n'est pas le fait que c'est fait même ou fait à la main, c'est simplement que étymologiquement le mot art, si je me rappelle bien, veut dire faire, mais faire ne veut pas dire que ce soit forcément un faire artisanal. Ça peut être un fait même avec des instruments extrêmement compliqués ou même avec de la peinture à l'huile. Tout ça rentre dans la même chose parce que faire, c'est faire. L'ennui, c'est quand vous ajoutez au mot faire l'idée d'un plaisir de goût, d'un plaisir sensuel, sensoriel en tout cas. Et là, j'interviens, je veux dire par là, je n'admets pas ce côté, cette intervention du goût. La chose faite existe par elle-même, et si elle survit, c'est qu'elle avait quelque chose d'autre, de plus profond qu'un goût momentané. Oui, il ne faut pas réduire l'art à la seule délectation de celui qui le fait et de celui qui le regarde. Exactement. Est-ce que ce point de vue, vous l'avez toujours eu? Non, pas exactement, mais j'ai dû l'avoir en moi sans le savoir. Et puis je ne m'en suis pas servi non plus, parce qu'on me l'a jamais demandé. Je ne considère pas ça non plus comme le dernier mot d'une question très complexe. Mais comme vous me demandez mon avis, c'est aujourd'hui représente tout de même 50 ans sinon d'expérience, au moins de considération, de réflexion sur la question. Il y a cette chose qui, pour nous, ici, en France, à Paris, est très étonnante, et nous pensons peut-être faux. Nous avons peut-être une idée tout à fait fausse, tout à fait inexacte. Nous pensons, un certain jour, Marcel Duchamp s'est arrêté de peindre. Pourquoi? Ce n'était pas un jour, un soir à 8 heures. Ça a été une chose lente, et ça n'est même pas une chose définitive. Je pourrais, si j'avais encore la vigueur suffisante, certainement je recommencerais. Je n'ai pas fait de vœu d'aucune sorte dans ce sens-là. J'ai simplement été arrêté par le fait que mon époque, en tout cas, ne répondait plus à mes désirs personnels dans ce sens-là. Pourquoi cette époque ne répondait-elle pas à vos désirs?
Il y a 100 ans, il y avait quelques peintres, quelques marchands, quelques collectionneurs, et la production d'art était une forme ésotérique d'activité. Ces gens-là, ces quelques gens, parlaient un langage à eux que le grand public ne comprenait pas, que le grand public acceptait comme un langage religieux, si vous voulez, ou comme un langage de loi, par exemple, où les mots n'ont de sens que pour les initiés. Depuis ces 100 ans, tout est entré dans le domaine public. Tout le monde a parlé de peinture, non pas seulement ceux qui le faisaient, ceux qui l'achetaient ou ceux qui le vendaient, mais le grand public parle de peinture. Mais ce qu'il y a d'ésotérique dans la production d'un art et de façon générale dans une élaboration spirituelle ou une élaboration de l'esprit quelconque, ce qu'il y a d'ésotérique dans cette élaboration ne continue-t-il pas à échapper néanmoins au grand public ? L'emploi des mots suppose des degrés de conscience excessivement différents. D'accord, mais justement là, les ésotériques ont laissé le public se faire soi-disant initié. Il n'est pas du tout initié. Cet ésotérisme est devenu un exotérisme. Quand vous parlez peinture aujourd'hui, vous parlez art en général aujourd'hui, le grand public a son mot à dire. Et il le dit. Ajoutez à tout cela le fait qu'il a apporté son argent. Et que le commercialisme en art aujourd'hui a fait passer la question d'ésotérisme à exotérisme. Et alors, l'art est un produit comme les haricots. On achète de l'art comme on achète du spaghetti. Pensez-vous que l'ésotérisme ne doit jamais être séparé de l'acquisition des connaissances ? L'ésotérisme est quand même une chose qui est très difficile à formuler. Dans toutes les choses ésotériques, il y a une forme de mystère qui n'a pas de mots comme équivalent. Vous ne pouvez pas formuler ces choses. Vous avez des pratiques ésotériques, mais c'est une sorte d'occultation. Et cette occultation est complètement perdue aujourd'hui par le fait qu'un tableau vaut et par sa dimension et par son prix. Et que si un monsieur vend pour 10 francs plus cher que l'autre, il est meilleur, au sens art du mot. C'est donc un barème assez curieux, pour moi en tout cas. Mais n'en a-t-il pas toujours été ainsi ? Plus ou moins. Même au temps monarchique, si vous voulez, il y avait quand même un ésotérisme obligatoire, sinon réel, du fait que la société était divisée en plusieurs classes. Je regrette d'être obligé d'être presque antidémocratique dans ce cas-ci. Certaines classes ne parlaient pas d'art et n'en faisaient pas, ou n'en faisaient que point de vue artisanal et justement sans cet ésotérisme dont nous parlons. Cet ésotérisme, faut-il comprendre que vous le concevez comme tout à fait naturel, inséparable de la naissance de l'art, inséparable de la naissance de la connaissance, ou faut-il penser que les hommes en rajoutent et qu'ainsi ils dressent plus ou moins consciemment, plus ou moins volontairement une barrière entre le non-connaissant, le non-artiste et eux, artistes et connaissants ? L'ésotérisme existe toujours, il existera toujours, mais il peut être oblitéré par une époque, dans une époque comme la nôtre par exemple, qui depuis 100 ans, à mon avis, n'a rien produit au grand sens du mot, surtout à cause de l'émission du commercialisme dans la question. À quel moment fixeriez-vous ça la crise ? Déjà 1900. Aussitôt que les impressionnistes, de pauvres types qui ne pouvaient pas vendre leur peinture, sont devenus presque riches, et ils ne le sont pas devenus tout de suite, mais quand même, Durand-Ruel a été sauvé des eaux par des capitaux, je ne sais pas lesquels exactement, et à partir de ce moment-là, la vague a commencé et a augmenté jusqu'à aujourd'hui à un point épouvantable. Je regrette d'ailleurs de parler tellement d'une façon matérielle, mais c'est tout de même un problème actuel. Vous avez toujours eu conscience de cela ? Assez. C'était assez clair quand même. Parce que dans mes actions personnelles, dans mon activité personnelle, ce que j'ai préféré faire, c'est faire une chose qui m'intéressait, et surtout basée sur une idée, beaucoup plus matière grise que visuelle, que physiquement visuelle, en peinture en tout cas. Et alors, cette idée étant à la base de ce que je voulais exécuter, quand je l'avais fini, j'aurais pu recommencer, en faire une seconde, une troisième, une cinquième, une vingtaine. Des tirages. Le tirage. Et ça, j'ai toujours répugné. Et ayant répugné, il est arrivé que j'ai produit extrêmement peu. Parce que je ne pouvais pas répéter. L'idée de répéter pour moi, dans un artiste, est une forme de masturbation.
ça c'est très, très naturel d'ailleurs, c'est la masturbation olfactive, si j'ose dire. C'est-à-dire que chaque matin, un peintre qui se réveille a besoin, en dehors de son petit déjeuner, un peu d'odeur de térébenthine. Et il va à son atelier parce qu'il a besoin de cette odeur de térébenthine, qui, si ce n'est pas térébenthine, c'est de l'huile, mais c'est olfactif nettement. Et j'ai besoin de recommencer la journée, c'est-à-dire une forme de grand plaisir seul, onanique presque, vous comprenez? Et c'est pas du tout à réprimer, mais je veux dire, c'est un peu ce qui se passe chez ce côté presque fonctionnaire de l'artiste, qui travaille pour lui tous les jours au lieu de travailler pour le gouvernement, comprenez-vous? En travaillant ainsi tous les jours pour lui, de la manière dont vous venez de le définir, ne vous semble-t-il pas qu'il ne faut pas réduire l'activité du peintre à un certain nombre de réflexes conditionnés qui ne font que l'attirer vers l'atelier, mais le phénomène peinture est distinct de cette attirance. C'est entendu. Seulement, c'est les conditions dans lesquelles il y est attiré. Il y a un plaisir net, un plaisir sensoriel en tout cas, sinon sensuel. Et c'est très compréhensible, il n'y a rien à réprimer là-dedans. Mais c'est ça, j'essaie de vous montrer le mécanisme général, puisque je l'ai moi-même éprouvé. C'est pas comme toujours, comme tout le monde. D'ailleurs, le côté répétition de la question qui fait qu'un Renoir a produit tellement de nus jusqu'à la fin de sa vie, c'était ce besoin, qui était un besoin de l'habitude d'abord. Il avait l'habitude de peindre très long, très sérieusement et très tous les jours, n'est-ce pas? Et il ne pouvait pas s'en empêcher, ça aurait été une catastrophe si on l'avait empêché de peindre, comprenez-vous? Mais la répétition comporte néanmoins l'idée de variation à la base. On ne peut pas supposer que le même nu... Beaucoup moins que vous ne croyez. Il n'y avait pas chaque fois un problème. Soi-disant, ils le disent. Ils disent qu'ils ont un problème chaque jour. Mais il y a un côté fabuleux ou mythomaniaque chez les artistes dont il faut se méfier. Ce sont des grands menteurs. Mais il semble qu'il y ait chez vous un besoin d'ascétisme considérable. Si je m'en tiens à vos paroles depuis le début de cet entretien, vous paraissez très soucieux de dissocier l'idée d'art et l'idée de plaisir que l'on peut prendre à faire naître l'art. Et je crois voir, à tort très certainement, mais je crois voir que vous condamnez ce plaisir et que vous pensez que l'art se trouve entaché par le plaisir pris. Pas entaché, mais en tout cas, il n'ajoute rien. C'est une décoration très extérieure. Autrement dit, l'artiste qui produit ne sait rien de ce qu'il produit, ne comprend rien à ce qu'il produit. Et c'est comme ça que ça peut être intéressant, c'est quand il ne sait pas ce qu'il fait. Il est le dernier à pouvoir juger ce qu'il fait. Et si vous demandez ça à tous les artistes, vous diront que je suis un imbécile et que je ne comprends rien. Non, je pense que mais ça m'est égal. Un bon nombre dirait comme vous. Chacun a le droit à ses opinions. Et si vous acceptez justement cette forme de renoncement à comprendre ce que vous faites, vous irez beaucoup plus profondément dans ce que vous ferez. Je voulais soulever cette objection parce qu'il me semble que ce que vous avez dit suppose que, dans une certaine mesure, l'artiste va presque consciemment renoncer à se poser ce problème quotidien. C'est cela. Que vous souhaiteriez peut-être voir naître. Ne sachant pas ce qu'il fait, l'artiste n'est jamais responsable de ce qu'il fait, pour ainsi dire. Mais il le fait parce qu'il y est poussé, s'il a vraiment quelque chose à dire, qui soit plus profond que la superficie. Et c'est intéressant justement de pouvoir dire, mais qui décidera? Qui décidera, c'est très simple, la postérité s'en charge. A-t-elle raison ou tort, c'est une autre question encore, là. Mais en tout cas, c'est pas l'artiste qui décide. Tous les artistes crient sur les toits qu'ils ont du génie. Ça fait partie de l'égoïsme exagéré de l'artiste individuel, qui a besoin de cette confiance en lui. Autrement, il ne ferait jamais rien. Mais ça n'empêche pas que... Je trouve que c'est à tort qu'il y croit, mais en même temps, c'est une bonne chose pour sa production, parce que s'il a quelque chose à dire, au moins, ce sera là, et la postérité se chargera de décider où. Mais n'ayant pas ce côté-là, il est obligé de se retrancher dans une sorte de bien-être personnel à produire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on peut excuser vraiment cette délectation à produire pour un artiste qui même a l'illusion d'être un grand génie. Chacun des artistes a cette illusion qui est une illusion merveilleuse parce que sa vie est un grand plaisir sans arrêt. Mais que peut-on penser de cette délectation dans le cours de l'histoire de l'art? Ça n'a aucune importance. On ne va pas demander comment Michel-Ange payait son loyer.
Et c'est du même ordre, cette délectation est du même ordre. Il avait du plaisir le 28 mai telle année, ça nous est égal. Ce qui reste de lui, ce ne sont pas ces détails de vie courante, de vie ordinaire qui nous intéressent, sauf les biographes. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il nous a laissé. Et il nous l'a laissé, pourquoi? Parce qu'il avait cette chose qui, justement, qui ne dépend pas, pour revenir à ce que nous disions d'abord, qui ne dépend pas du goût de l'époque. Parce qu'à l'époque de Michel-Ange, il y en avait d'autres qui faisaient des choses très bien aussi. Alors je dois comprendre que pour lui, la délectation qu'il a peut-être prise n'était pas une gêne. Non, pas du tout. Ça n'est jamais une gêne. Au contraire, ça vous évite d'avoir ces espèces de crises de neurasthénie ou de complexes d'infériorité qui vous empêcheraient de travailler. C'est une chose merveilleuse d'avoir cette illusion de pouvoir faire n'importe quoi et d'être sûr que ce sera encore regardé dans 300 ans après votre mort. Cette illusion est délicieuse chez l'artiste et très, très recommandable. Marcel Duchamp, pensez-vous que l'aspect commercial de l'œuvre d'art soit de nature à éliminer la notion d'œuvre d'art à notre époque? Non, pas du tout. Seulement, la question sera de savoir, pour la postérité, le choix à faire dans la production dans tout un siècle. J'ai même des idées, probablement ce que des gens dans 200-300 ans pourront dire, c'est que notre siècle sera peut-être une sorte de 18e siècle. Non pas comme ressemblance, il ne se ressemble pas du tout, mais il y avait une certaine légèreté, si vous voulez, une certaine frivolité qui n'est vraiment pas à l'honneur de l'art de ce 18e. On peut aimer Fragonard et tout ça, mais enfin, ça ne va pas très loin au point de vue profondeur. Et j'ai l'impression que notre siècle sera un peu comparable, sinon, je dis physiquement, comme valeur parmi les autres siècles. Parce qu'on dira, ah, le 10e siècle, le 19e siècle, le 20e siècle sera un peu frivole, peut-être pas important, à comparer à la Renaissance, au Moyen-Âge, aux archaïques grecs, à tout ce que vous voulez, qui était avant et qui sera après. La révolution surréaliste elle-même disparaissant? Oui, elle n'aura pas l'importance qu'elle se donne. Elle n'aura pas l'importance qu'elle se donne. Les surréalistes ont eu cet avantage sur les autres, du moins de faire intervenir la matière grise. Ce que les autres ne faisaient pas, parce que, surtout en art plastique. Et ils ont tout de même introduit des choses comme les possibilités d'automatisme, des choses qui sont extrêmement intéressantes. Mais ça n'a pas été, je crois, enfin je ne sais pas, ça peut encore arriver à un résultat plus important, mais en tout cas, ce sont les seuls qui aient réagi contre la tendance générale qui existait depuis 1880, jusqu'à eux ont commencé en 24 à réagir. Et vous savez, réagir contre un courant tel que celui-là était difficile et c'est pour ça qu'ils ont un mal de chien à se placer dans notre siècle. Toute intervention consciente de l'intelligence et tout désir de remettre consciemment de l'esprit, de l'intelligence dans l'élaboration de l'œuvre d'art vous paraît-elle souhaitable? Très souhaitable. Pas seulement, il faut s'entendre sur le mot intelligence, sa définition, qu'est-ce que ça veut dire, et c'est difficile à définir nous-mêmes puisque nous ne voulons pas employer de mots. Il faut accepter une certaine élasticité dans ce que nous désirons. Mais enfin, il y a une chose certainement qui existe, c'est de, pour ainsi dire, laisser, si vous voulez, ouvrir la porte, et laisser, au lieu de contrôler tout ce qu'on fait par des mots, en expliquant ce qu'on va faire ou ce qu'on voudrait faire. N'expliquez rien, laissez faire. Mais vous souhaitez, me semble-t-il, l'intervention de l'esprit par l'inconscient, par une voie inconsciente. Exactement, mais ce qui existe toujours. Mais par une voie consciente. Non, essayez de le canaliser dans une conscience, dans une forme consciente, qu'on puisse au moins en jouir un peu, n'est-ce pas, savoir ce qui se passe, mais d'une façon très, très respectueuse, si vous voulez, et non pas en imposant les mots pour définir ce qui sort de cet inconscient. Dès l'instant que vous y mettez des mots, vous gâchez tout. J'ai une horreur du mot, vous savez. Oui, je le comprends.
Mais à notre époque, il y a cependant un phénomène qui me paraît excessivement important en plein milieu du XXe siècle, c'est l'introduction du symbole mathématique dans l'élaboration de l'œuvre d'art. Or, ce phénomène n'est pas vieux, il a à peine quelques années. Il est si jeune qu'il y a bien des domaines encore où on pourrait compter, en France par exemple, le nombre de Français qui ont entendu de la musique mathématique. Je crois qu'il y en a un très petit nombre. Et alors on pourrait compter sur les doigts des deux mains le nombre de gens qui ont vu des peintures ou des céramiques mathématiques. Parce que là, la chose n'est pas encore livrée au public. Mais néanmoins, nous assistons à cette naissance, l'introduction d'un symbole qui est plus précis, qui est plus sûr que le mot, pour produire une œuvre d'art. Alors je me demande si ça n'est pas capital, s'il n'y a pas même un renversement de, comment dirais-je, de tous les courants. Vous souhaitiez tout à l'heure que l'on laisse l'inconscient s'exprimer, mais que l'intelligence ouvre la porte à cet inconscient. Or, actuellement, est-ce que nous ne nous trouvons pas dans un état tel que l'homme fait appel à son intelligence pure pour produire une œuvre d'art, sans se soucier du tout de l'inconscient? Et il y sera quand même. Oui, il y sera toujours, parce qu'on ne peut pas... Mais est-ce que ce n'est pas une chose absolument neuve? Seulement, ce qu'il aura exprimé par son intelligence n'est peut-être pas ce que l'inconscient aura exprimé, comprenez-vous? Oui, mais ce sera une zone que l'on n'aurait pas atteint autrement. Peut-être. Je n'en sais encore rien. Non, c'est mais très est-ce qu'on ne va pas possible, défricher un terrain tout neuf? En tout cas, cette forme a cet avantage que justement ce que nous disions au début sur le goût n'intervient beaucoup moins dans le cas où l'intelligence, comme vous dites, pure, ouvre les portes à l'inconscient. C'est ça que vous voulez dire. On peut supprimer l'intervention du goût et du plaisir de la manière la plus complète. Justement, on l'a supprimé. Puisque l'on peut partir pour produire une œuvre d'art maintenant d'une base complètement aléatoire. Exactement. Enfin, aussi complètement aléatoire que possible. Oui, Soyons oui. Ce que je reprochais à l'intervention du goût dans beaucoup de cas n'existe pas dans le vôtre, dans celui que vous dites maintenant, où l'inconscient s'épanche et est à peine élucidé, si vous voulez, exprimé ou expliqué, ou par l'intelligence intelligente. J'ai constaté une chose, c'est une petite anecdote, mais que je crois assez significative. Un de mes amis qui fait actuellement qui compose de la musique algorithmique, donc de la musique mathématique, entend une de ses œuvres alors qu'on venait de la répéter avant un concert et dit « Mon Dieu, comme c'est lyrique ». Or, il a toujours fait profession de mépriser le lyrisme de la manière la plus complète. Il était ravi d'introduire une base mathématique, une base aléatoire dans l'art. Enfin, on allait simplement ne s'occuper que des variations, que des structures mathématiques. Il entend son œuvre et dit comme c'est lyrique. Oui, il est possible que malgré lui, même dans l'emploi de ces bases mathématiques, son inconscient, il y est. Ça m'a donné à penser qu'on ne faisait pas les mathématiques qu'on voulait, mais celles qu'on pouvait, et que par conséquent, l'homme se retrouvait encore. Oui, exactement. Il faut toujours bien comprendre ce que c'est que cette mathématique-là. Parce que, n'est-ce pas, un mathématicien vous dira qu'est-ce que c'est, de quelle mathématique me parlez-vous? Vous comprenez? Je ne sais pas, je ne suis pas assez au courant de la question pour vous en parler. Un mathématicien dirait en effet cela. Un jour que je bavardais avec un des membres du groupe Bourbaki, il m'a immédiatement fait cette objection: de quelle mathématique parlez-vous? Exactement. Et en développant la question, nous avons pu nous apercevoir que ça n'était pas sa mathématique. Exactement. Il y a autant de mathématiques. Et je dis bien non pas c'est, mais ça. Sa mathématique. Il y a autant de mathématiques que de petites filles. Et il en concluait que cette mathématique-là était écartée. C'est justement où les mots interviennent encore. Vous comprenez, où il y a une confusion par le mot. Oui, mais plus de confusion quand le symbole mathématique intervient, c'est clos. On est bien obligé de s'entendre quand on a défini de quoi on parle. Oui, je sais bien, en tout cas pour le départ. Alors il y a aussi l'objection très simple. Si vous avez trouvé la panacée universelle pour faire de la peinture, il n'y a plus d'individu. Et nous avons déjà dit au début que c'était quand même, je crois, l'individu qui restait important dans l'œuvre d'art. Chaque peintre ou chaque artiste est quand même le deus ex machina de la question. Vous avez entendu Entretien
avec Marcel Duchamp. Une émission de Georges Charbonnier. Marcel Duchamp, est-ce que ça vaut encore la peine de faire de la peinture? Moi, je ne sais pas, parce que ça ne veut rien dire faire de la peinture. Ce qui veut dire, c'est faire quelque chose. C'est de la peinture à l'huile depuis 800 ans, mais ce ne sera plus de la peinture à l'huile, ce sera des céramiques, ce sera de la lumière colorée, ou ce que vous voudrez. En musique, vous savez ce qui est arrivé, c'est que chaque fois qu'on a inventé un nouvel instrument, il y avait une nouvelle musique créée par le nouvel instrument. Mais c'était quand même une autre facette de la même chose, du point de vue métaphysique. Donc ce sera la même chose, même si on supprime la peinture à l'huile complètement, ce sera remplacé par autre chose, mais ce sera toujours l'expression d'un individu ou d'un groupe d'individus qui laisseront leur inconscient sortir. Mais alors quelle est votre attitude à l'égard de ce faire? Est-il souhaitable de faire ou est-il souhaitable de ne pas faire? Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'il y a le nombre de gens qui s'appellent artistes, qu'ils sont ou qui croient l'être. Et qu'il y aura un déchet fantastique dans une production comme la nôtre aujourd'hui. Autrement, c'est pas possible. Les greniers ne sont jamais assez grands pour garder tout. Mais même aujourd'hui, tous ces pauvres bougreaux dont nous parlions tout à l'heure, ils sont dans les caves de tous les musées du monde. On les trouve dans les caves. Ils ne sont jamais exposés. Alors, encore quelques siècles, et ils se détérioreront, et ils disparaîtront. Enfin, la mort qui existe pour toute chose. Ce sera regrettable du point de vue historique. Seulement, mais enfin l'histoire est une autre histoire. Si, ce sera regrettable dans la mesure où Bouguereau exprimait quelque chose de son temps et où on ne pourra plus en avoir une manifestation claire, une image. Oui, puis j'ai aussi pensé souvent que à toutes les époques, il y a des individus qui avaient un inconscient à exprimer de façon remarquable et qui n'ont jamais pu sortir pour des raisons de santé personnelle ou de pas de chance, manque de chance. Vous comprenez, le grand artiste, généralement, a beaucoup de chance, en plus. Quand il sort parce que les conditions de la société l'aident à sortir. Comprenez-vous, c'est de la chance quand même, généralement, appelez ça comme vous voudrez, mais c'est quand même de la chance. Il y en a d'autres qui avaient... Oui, mais alors là, il faut distinguer l'homme et l'œuvre. Car on peut concevoir que l'œuvre d'un homme soit à peu près entièrement posthume. Il y a des exemples illustres, comme celui de Kafka, par exemple. Oui, d'accord. Ça, évidemment, enfin, la chose a été conservée suffisamment pour qu'une postérité s'en charge de le réhabiliter. Mais même en dehors de ceux qui ont été réhabilités, il y a ceux qui n'ont pas été réhabilités, qui ont été détruits même par la vie elle-même, qui n'ont pas pu produire. Et c'est ceux-là dont je déplore l'absence, comprenez-vous? Parce que alors, nous avons tous ceux qui sont restés souvent aussi par chance que Monsieur le roi un tel les aimait beaucoup, il les a mis au Louvre et à Versailles, et que malgré le mauvais temps qui a pu passer sur eux, ils sont restés. Si je vous comprends bien, l'avancement joue un grand rôle dans l'art. Énorme, surtout au temps monarchique, évidemment. Est-ce qu'il y a une différence entre les rapports du produire de l'art et du faire aux États-Unis et du produire de l'art et du faire en France? Non, plus. Il n'y a plus cette différence, vraiment, cette différence de pays à pays qui existait même il y a 100 ans. Il y a eu une uniformisation extraordinaire de mœurs et d'activités qui est très visible d'ailleurs aujourd'hui. Beaucoup de mots sont passés dans la langue, d'une langue à l'autre, et en même temps, la façon de penser, la façon d'agir est très uniformisée. En tout cas, tout ce qui est Europe et Amérique. Il n'y a pas vraiment de différence. Et alors, dans la question art, c'est la même chose. Les artistes sont de la même mentalité dans les deux pays. Et il y a eu l'influence énorme de l'école de Paris sur l'école américaine qui réagit maintenant pour se produire pour elle-même une école qu'elle appelle son école, n'est-ce pas? Et qui est normale, comme les Espagnols ont leur école à Barcelone, etc. Mais ça n'a plus ce caractère régional. C'est très uniformisé. Je dis, il n'y a qu'à aller à la Biennale de Venise pour voir qu'un tableau japonais ressemble à un tableau américain ou à un tableau français, quand il est abstrait en tout cas. Donc c'est un phénomène de notre siècle, ça, très très net. Il n'y a plus les barrières qu'il y avait il y a 100 ans, dans tous les domaines. Et je dis, dans le domaine de l'art, c'est aussi net que possible, qu'il n'y a aucune différence dans l'attitude, même dans la façon de parler, de penser, sauf la langue, qui est différente, mais c'est la même approche. Et en ce qui concerne, non pas l'approche, mais
les résultats. Lorsque vous venez des États-Unis et que vous arrivez en France, vous trouvez-vous dans un monde de formes différentes. Je ne veux pas parler, bien entendu, de l'aspect de nos villes, de l'aspect du pays. Je veux parler de cette espèce de famille de formes, forme au sens le plus simple, non pas au sens philosophique, que on rencontre lorsque l'on aborde l'art d'un pays. Tout d'un coup, tout est de la même famille, que ce soit la sculpture, la peinture. Oui. On sent un certain rapport entre les choses quand on arrive dans un pays en venant de quitter un autre pays. Est-ce que vous changez d'univers quand vous venez des États-Unis? On change d'univers encore. On change. Il y a encore un reste. Les briques ne sont pas de la même forme, quand même. Et Dieu sait si une brique est une brique dans tous les pays du monde. Quand même, la brique, ou en tout cas la façon de les empiler, les briques, est un peu différente, suffisamment différente pour donner ce caractère dont vous parlez, ce caractère presque régional, alors contrairement à ce que je disais avant. Mais c'est un peu dans la construction, c'est dans l'architecture, plus que dans les sentiments ou les façons de parler ou les façons d'approcher un sujet. Dans le domaine intellectuel, c'est beaucoup plus internationalisé que dans le domaine physique, ça c'est vrai, parce que chacun quand même reste. Une rue est une production différente dans chaque pays quand même. Ça existe entre l'Espagne et la France, même, n'est-ce pas? Un village espagnol n'est pas le même qu'un village français. Et même dans les grandes villes, il y a des différences qui subsistent. Et surtout, elles subsistent par le fait qu'il y a les anciens monuments qui sont des piliers. Et c'est un plaisir, parce que alors si vraiment le monde devenait complètement uniformisé avec des stations d'essence partout comme aux États-Unis ou sur les grandes routes en France, ce serait un peu embêtant à regarder. Il y a quand même toutes ces différences de caractérisation. Mais en ce qui concerne l'artiste, si l'on pose la question quelles sont les préoccupations de l'artiste américain, on aurait pu aussi bien, si je vous comprends, poser la question quelles sont les préoccupations de l'artiste turc ou de l'artiste français. En tout cas, tout ce qui est Europe-Ouest, très net, tout ce que j'appelle France, Espagne, Italie, Allemagne, tout ça, Angleterre, c'est absolument un bloc uniforme, à mon avis, du point de vue de l'artiste, très net. Il n'y a plus ces différences que l'Atlantique avait créées avant. Marcel Duchamp, quel jugement portez-vous maintenant sur toute la période surréaliste? La difficulté, naturellement, c'est d'une façon impromptue de rassembler ses souvenirs pour en faire une chose cohérente, n'est-ce pas? Ce sera plutôt à bâton rompu, mes souvenirs à bâton rompu, si vous voulez. Et l'intérêt pour moi, c'est de voir cette chose naître en 1915, 16, 17, justement dans la guerre, ou à la fin de la guerre, au moment où le surréalisme n'était pas né, c'était encore Dada. Mais comme on sait très bien le passage de l'un à l'autre, c'est intéressant de voir ce passage, quoiqu'il ne soit pas avoué, pour ainsi dire, par les surréalistes, ou il n'est pas nié complètement, mais enfin, ils n'aiment pas en parler souvent, de parler de leurs origines, si vous voulez, leurs origines Dada. Pourtant, un certain nombre de membres du mouvement Dada ont été membres du mouvement surréaliste. Complètement. Ne serait-ce que Tzara, Picabia. Complètement. Il n'est pas question de le nier objectivement, il le nie subjectivement. Au point de vue des membres, si vous voulez, ce sont exactement les mêmes. Breton, Aragon, Éluard, Rigaud, qui s'est suicidé depuis, Soupeau, naturellement, Picabia et moi, nous étions des vieux, déjà. Il y a une différence d'années énorme entre Breton et Picabia et moi. On comprenait que même rire, même se moquer, même détruire, devient ennuyeux au bout d'un certain temps, quand c'est devenu une habitude. N'importe quelle habitude peut devenir ennuyeuse. Et à la fin des Dada, pendant 4-5 ans, ils ont eu besoin de changer ou de passer d'une habitude à l'autre. Et l'habitude surréaliste, qui est née en 24, dure encore. Donc elle est plus solide, si vous voulez, elle est plus générale. Il est clair que quand on a détruit quelque chose rapidement, on ne peut pas continuer à le détruire. La destruction est une chose rapide et
qu'on oublie facilement. D'autant plus que la destruction n'était que à leurs yeux. Les répercussions ne se faisaient pas encore connaître. Pas du tout même. C'était encore, ça prenait le domaine de simplement une réaction d'opposition de la part du grand public. Mais encore, c'était très, très circonscrit. Un groupe à Paris, de certaines gens, évidemment, ça avait pris une ampleur amusante dans les journaux. Tandis que le surréalisme a eu l'idée, non pas de reconstruire sur les débris de Dada, ça n'est pas ça du tout, mais il a eu tout de même une veine du dadaïsme qui a donné naissance au surréalisme, dans le fait que des considérations sur l'inconscient ont été prises en considération, que le Dada n'avait pas du tout touché. Et ça a été vraiment la base du surréalisme, le nihilisme, les rêves, les phénomènes d'inconscient que peu d'artistes avant ou peu de littérateurs avant avaient même pensé à mentionner ou à utiliser. Évidemment, l'existence de Freud n'est pas pour rien dans tout cela, mais c'est naturel qu'une œuvre comme celle de Freud puisse avoir un écho dans le domaine de l'art. Je pensais justement qu'après l'ouverture du mouvement, si on peut dire, naturellement, avec les éléments différents, le groupe qui était assez important, qui représentait 10 ou 12 caractères principaux, il y a eu naturellement, non pas seulement une entente, mais quelquefois des divergences. Et alors, ils ont été obligés aussi de s'occuper de politique, ou du moins d'avoir une attitude, et cette attitude est assez curieuse, sans être carrément d'un côté ou de l'autre, si vous voulez, au point de vue politique ordinaire. Ils ont au contraire cherché à créer eux-mêmes l'idée d'une formule politique nouvelle ou une formule de société nouvelle. Non pas qu'ils aient été très loin dans ce domaine, mais ils en avaient l'intention. Donc ce surréalisme qui commençait comme un mouvement littéraire devenait un mouvement beaucoup plus général, et il l'a été, et c'est pour ça qu'il dure encore, c'est parce qu'il était à plusieurs branches, très très nettes et très développées chaque branche. Ce qui en fait un mouvement intéressant, parce que le cubisme, après tout, est un mouvement de peinture, pour ainsi dire, exclusivement. Il y a eu très peu de littérature cubiste, aussi très peu de sculpture cubiste. Il y a eu quelques sculpteurs cubistes, mais je veux dire, ça n'a pas été très, très développé. En tout cas, c'était plastique, en tout cas, toujours. Tandis que le surréalisme était un mouvement qui englobe toutes sortes d'activités, même qui n'ont presque rien à faire avec la peinture ou des arts plastiques. Comment se fait-il que, au fond, très peu de gens ont été entraînés du cubisme vers le surréalisme? L'âge. Et on pourrait penser. Oui, mais la différence d'âge, il y avait la guerre d'abord entre les deux. 1908, 9, 10, 12, et l'autre, 21, ça fait 10 ans. Différence d'abord, et le surréalisme ayant été créé par des jeunes gens de 17, 18, 19, 20 ans, quand le cubisme était déjà un produit pas de jeunes tellement. La différence d'âge entre les cubistes et les surréalistes est de plus de 10 ans, 15 ans, ce qui fait vraiment une grande génération de différence. Il n'y avait donc pas même d'antithèse, je dirais. Ce n'était pas une révolution contre le cubisme, essentiellement, pas du tout. Je trouve qu'il y a maintenant un mélange d'influences. Si l'on pense par exemple à ce que pouvait être une vitrine il y a 30 ans et à ce que peut être une vitrine maintenant, faut-il dire que le changement de la vitrine est imputable au phénomène surréaliste ou au contraire imputable allégé? Mais il faut être spécialiste maintenant pour le dire. Oui, si l'on demande au grand public, regardez la manière dont cette vitrine est disposée, pensez-vous que c'est parce qu'il y a eu les surréalistes que tels et tels objets sont présentés de cette manière ou qu'il n'y en a qu'un seul? Pensez-vous que les surréalistes ou Fernand Léger soient responsables? Les gens ne répondront pas. Non, ils ne répondront pas parce que les deux influences ont eu lieu et souvent se sont mélangées, parce que dès que l'art décoratif, comme la vitrine, prend possession d'une idée comme le surréalisme ou le cubisme, d'abord elle l'abîme complètement et en fait une chose vulgarisée qui rappelle très vaguement les origines cubistes ou surréalistes de la question. Il ne faut pas trop se laisser prendre à cela parce que cette application publique de ces mouvements est vraiment peu intéressante. Elle est intéressante d'une façon contemporaine,
nous sommes témoins de ces choses parce que nous sommes vivants. Mais pour un avenir de 100 ans ou de 50 ans, ce sera très peu mentionné, même dans les gazettes. Le cubisme a eu moins d'influence générale décorative que très particulière, dans le sens que les formes cubistes étaient données à des objets ou à des vitrines d'une façon nette. Il n'y a pas de forme surréaliste, il y a un esprit surréaliste. Est-ce que votre frère, par exemple, ou Jacques Villon, ou bien est-ce que Léger, est-ce que Braque avaient des contacts? Est-ce qu'ils se voyaient beaucoup? Quelles étaient les relations autour des années 20 entre tout ce groupe de peintres et les surréalistes? C'est intéressant parce que, en effet, mon frère, qui est même plus âgé que la plupart des cubistes, Jacques Villon, et il y avait contact, évidemment, mais il y avait contact de père à fils, presque. Il n'y avait pas mélange, il n'y avait pas rivalité même. Les cubistes étaient les cubistes, et les surréalistes étaient des jeunes gens qui voulaient commencer quelque chose et dont on se moquait naturellement. Et Dada et surréalistes ne songeaient pas à détruire le cubisme? Si, de façon théorique, oui. Ils savaient bien qu'ils s'attaquaient à grosse partie, mais en tout cas, ils l'ont pas détruit, mais ils l'ont arrêté. Ils ont donné au mouvement cubiste le signe de l'arrêt, pour ainsi dire, car après 20, le mouvement cubiste a été continué naturellement, mais tous les cubistes ont changé de manière. Tous. Et chacun est devenu un nom particulier, a pris son nom et sa manière particulière. On parle de chacun d'eux comme ayant commencé dans le mouvement cubiste, mais s'étant développé en un individu beaucoup plus intéressant comme individu. Oui, c'est le cas de Picabia, c'est le cas de Jacques Villon, c'est le cas de Braque. Exactement. Mais alors, le cas Picasso. Picasso, lui, a eu des relations avec les deux très nettement. Picasso, évidemment, avec sa grande vision, si vous voulez, de ce que peut être un peintre aujourd'hui, a pu englober et le cubisme et le surréalisme et encore même d'autres formes auxquelles nous n'avons pas donné de nom et qui s'appellent Picasso. Et que les autres cubistes ont fait la même chose, ils se sont développés d'un mouvement général à un développement particulier, qui est leur personnalité, qui en fait un Braque, un Léger, d'une façon plus intéressante pour nous, car c'est toujours l'individu qui m'intéresse plus que les mouvements qui servent simplement à grouper des jeunes. Culture Plus, mémorable, Marcel Duchamp s'entretient avec Georges Charbonnier. Vous revenez à Paris. Il existe toujours un mouvement surréaliste, ou qui se dit tel. Est-ce que vous n'êtes pas étonné? Non, je ne suis pas étonné parce que, du fait dont je vous parlais tout à l'heure, que ce mouvement s'applique à beaucoup d'activités, et non pas seulement l'activité plastique, ou l'activité politique, ou l'activité littéraire. Et c'est encore plus général. On sent qu'il y a un esprit, presque une métaphysique surréaliste, qui est très difficilement définissable et qui n'a pas été complètement digéré encore. Le mouvement a encore ses raisons d'être. On lui oppose naturellement la vieillesse, 25-30 ans de surréalisme semble suffire aux jeunes gens d'aujourd'hui. Ils ont raison, dans un sens, eux-mêmes doivent chercher autre chose. Mais ça n'empêche qu'au point de vue résultat et réalité de la chose, je trouve que le surréalisme a une position aujourd'hui dans laquelle ces déclarations ont une valeur. Ce qui n'est pas le cas des cubistes de 1910 et 12 qui ont fini leur carrière, si vous voulez. Oui, il y a un état d'esprit qui peut continuer. Oui, le surréalisme, autrement dit, c'est moins développé et branché en individus. C'est vrai que ce sont chacun des individus, mais il reste un lien entre ses membres, ce qui n'est pas vrai du cubisme. Picasso s'est développé dans son sens, Braque dans un autre, Villon dans un autre, tout le monde, Léger aussi. Ils ont chacun pris une telle position qu'on ne compare pas un tableau de l'un à l'autre. On sait que l'origine en est le cubisme, mais chacun a pris une telle personnalité, individualité dans son développement qu'on les nomme par leur nom d'individus et non pas par leur nom général de cubistes. Ce qui n'est pas vrai dans le surréalisme, on parle du surréalisme sans presque nommer les surréalistes. Oui, et comment pourriez-vous caractériser cet état d'esprit qui subsiste? Car il est tout à fait net. Il est, par exemple, je crois qu'il serait très difficile de dire que le surréalisme est une école philosophique.
Il serait très difficile de placer sur le même plan, pour les comparer, l'existentialisme et le surréalisme. Ça n'aurait même pas de sens. Non. Ça ne voudrait rien dire. Alors, qu'est-ce qui subsiste du surréalisme? C'est quand même Qu'est-ce qu'il y a de permanent dans le Je surréalisme? parlais de métaphysique, c'est pas exact. Le mot métaphysique est idiot d'abord parce que c'est un vieux mot qui ne veut pas dire grand-chose. C'est commode à employer. Mais il y a quand même, vous appelez le philosophie si vous voulez, c'est tout de même une considération au-dessus du langage vulgaire. Il n'y a pas seulement la communication vulgaire d'un individu à un autre, il y a des considérations au-dessus qui pourraient former ce qu'on appelle une philosophie. Et elle existe, cette philosophie, mais on ne l'appelle généralement pas philosophie parce que le mot philosophie aussi est un vieux mot qui est trop facile à employer. Mais c'est-à-dire que toutes ces démonstrations d'automatisme, de l'intervention du hasard, en lui donnant une importance et en le considérant comme un élément créatif, et sont des choses qui appartiennent au surréalisme, auxquelles personne d'autre n'avait pensé avant, ou en tout cas n'avait développé avant d'une façon aussi continue, puisqu'il y a 25 ans ou 30 ans que ça dure, que le surréalisme l'a fait. Vous paraîtrait-il exagéré de penser que le surréalisme est né à un moment où les mots courants, où le langage était parvenu, je dirais presque à son degré de perfection. Tout au moins à un moment où le langage a donné tout ce qu'il pouvait donner. Et est-ce que ce ne serait pas la conscience de cet état de choses qui aurait engendré le mouvement surréaliste? Faire éclater ce qui ne peut plus servir. Car, enfin maintenant c'est une vérité admise, je pense que beaucoup de philosophes l'admettraient, qu'un grand nombre d'autres n'aimeraient pas l'admettre puisqu'ils continuent à se servir de ces mots, mais les hommes de science seraient tous d'accord. Le langage courant, notre langage, ne nous fournit plus des symboles assez précis, assez différenciés, assez sûrs pour exprimer, pour dire des choses nettes, des choses indiscutables. Pour s'appuyer sur quelque chose de solide, on ne peut plus s'appuyer sur le langage. Est-ce que les surréalistes avaient cette conscience et est-ce que ça n'aurait pas été la cause profonde? Sûrement, ça l'a été, mais n'oubliez pas que c'est vrai à chaque époque, et tous les 50 ans ou tous les 30 ans, il y a besoin de renouvellement, surtout dans la langue. Le fait, en effet, que c'est un peu plus flagrant... Mais c'est plus net à notre époque. C'est plus net à notre époque, c'est plus flagrant, en effet, est dû justement au caractère de notre époque, qui est une époque qui demande beaucoup plus au langage que les autres époques n'en ont demandé. Et c'est un reproche que je lui fais, mais c'est complètement personnel, que ce besoin de se servir de mots, qu'ils soient nouveaux ou anciens, pour traduire l'inconscient, si vous voulez, ou ce qui se passe en nous. Et c'est une formule à laquelle je ne crois pas du tout, que la langue ou les mots puissent traduire de façon exacte ou précise tout ce qui vraiment se passe dans le monde, c'est-à-dire ce qui se passe sous l'individu et non pas en dehors de l'individu. Vous comprenez? La traduction par les mots de ces phénomènes est très approximative, plus qu'approximative, et souvent fausse. Mais la traduction par les mots de tous les phénomènes est approximative. Oui, justement, c'est ce que je dis, c'est l'approximation. Sans exception. Non, sans exception, elle l'a toujours été. Le mot a pris une position de roi, de la force que le mot a pris dans la vie moderne. Et nous le voyons même dans les réclames. Le vocabulaire des réclames est une chose extraordinaire. Si on compare des réclames de 1920 et des réclames de 1960, on était berlués. Moi qui arrive d'un autre pays, d'Amérique, je ne comprends pas la plupart des mots que je lis. Les nouveaux mots construits, qui sont d'origine grecque naturellement, mais qui quand même ont été construits dans les 10 dernières années, fabriqués de toutes pièces. Évidemment, ça existe dans tous les pays, cette déformation ou cette reconstruction, cette refonte du langage, tous les 10 ans, c'est vrai, mais je crois que c'est plus maintenant, dans les 20 dernières années, que ça n'a jamais été.
Vous avez entendu Entretien avec Marcel Duchamp, une émission de Georges Charbonnier. C'était le deuxième volet des entretiens de Marcel Duchamp avec Georges Charbonnier. Marcel Duchamp, il me semble qu'il y a une certaine parenté entre les formes que proposent les peintres dits surréalistes. Par exemple, on peut dire que Tanguy ou Dali font couler les formes, que tous deux les rendent molles. Cet amollissement de l'objet, on le retrouve dans les toiles de ceux que Dali ou Tanguy ont inspirés. Ce n'est là qu'un exemple de la parenté qui unit tous ceux qui ont constitué un univers, l'univers surréaliste. Dans vos toiles, rien de tel. Aucun lien n'existe entre le monde que vous offrez et celui que les peintres surréalistes proposent. Quel monde proposez-vous ? D'abord, j'ai eu cette période complètement cubiste qui s'est terminée en 14 ou même un peu avant, en 13. Et tout ce que j'ai fait, d'ailleurs, c'est une seule chose qui m'a intéressé à faire, c'est d'introduire justement des éléments qui n'étaient pas du domaine rétinien dont nous parlions. Et ce problème, pour moi, était très dur parce que je n'avais aucun point d'appui, si vous voulez. Souvent, quand on dit « Monsieur Untel est influencé par Monsieur Untel », c'est facile parce que l'influence sert beaucoup quand même si des formes l'influencent. Par sa personnalité, c'est quand même une influence. Et j'avais été influencé comme tout le monde. Quand on a 20 ans, on ne peut pas éviter de l'être. Mais dès 23 ou 24 ans, je crois, vers cet âge-là, j'ai voulu me débarrasser autant que possible, sachant qu'il existait une chose qui s'appelle influence et qui est peut-être néfaste si elle est exagérée. Les titres que vous avez donnés à vos toiles, les avez-vous donnés dans un esprit strictement personnel ? Avez-vous été influencé par le surréalisme quand vous avez donné des titres à vos toiles ou non ? Certainement non, parce que les toiles, en tout cas les toiles en question, étaient faites 10 ans avant le surréalisme, d'abord. Mais la chose un grand verre que j'ai fait, auquel j'ai travaillé pendant 8 ans, évidemment, que j'ai terminé, ou je n'ai jamais terminé, mais j'ai cessé de travailler dessus en 23. C'était donc à peine à l'avènement du surréalisme. C'était donc, si vous voulez, Dada existait, mais ça n'avait peu de choses à faire avec Dada dès qu'il s'agissait de faire quelque chose, puisque Dada, on s'occupait surtout de détruire par des mots même, souvent plus que et des actions aussi. Mais dans les titres, en effet, les titres pas du tout. Les titres, pour moi, ont été basés sur une forme plus simple de compréhension générale. Quand j'étais très jeune, j'étais excessivement déconcerté le jour où j'ai vu Nu vite. Nu vite, évidemment, c'est très simple, c'est un plaisir justement à jouer avec les mots. Quoique, vous savez ce que j'en pense des mots, mais dès que vous y ajoutez de la poésie, ou du moins que vous transformez le mot de communication en mot poétique, alors j'accepte, parce que le mot devient comme une autre couleur, si vous voulez, et non pas une communication. Je n'ai pas inventé le mot vite, puisque à ce moment-là, il existait comme adjectif. On disait que Monsieur Untel, qui avait fait la course de Paris-Roubaix, était vite. C'était une nouveauté sémantique à ce moment-là, comprenez-vous. Donc, je m'en suis servi avec mes nus, comprenez-vous. C'était donc une application. Et alors, avec l'idée aussi, et très importante, d'introduire le rire dans le sens bon du mot. Pas le rire grossier ou la moquerie, mais l'humour. D'une certaine qualité encore difficile à exprimer. Je considère que tout le passé, la tradition, sauf Rabelais et Jarry, était faite de gens sérieux, qui considéraient que la vie était une chose sérieuse, qu'il fallait produire des choses sérieuses pour que la postérité sérieuse comprenne ce que tous les gens sérieux de cette époque avaient fait. Et ça, j'ai voulu m'en débarrasser aussi. Donc j'ai mis le mot nu vite qui n'était plus sérieux du tout. Il s'agissait même pas d'en rire, mais de se demander si je me moquais du monde. Mais savez-vous que lorsque vous avez intitulé une toile « La mariée mise à nu par ses célibataires même », mais très jeune, je me demandais ce que c'était que ces célibataires même. Et j'avoue que je me pose encore la question, quelle est la valeur de ce possessif ? Justement, c'est l'indécision qui m'a permis de le faire, l'indécision du mot « c'est » dans ce cas-là.
Et surtout, le mot c'est est très simple encore, puisque c'est un mot possessif, une traduction de l'idée de possession. Et justement, quel marié a des célibataires à sa disposition? Personne n'en sait rien. C'est, si vous voulez, appelez-le poétique, c'est une idée, je n'ai même pas abracadabrante, mais enfin, amusante à penser. Ça dirige votre esprit dans une direction à laquelle vous attendiez pas. Mais ce qui m'a intéressé encore plus, c'est le mot même qui suit. Parce que alors, par ces célibataires, même n'est pas S, c'est pas les célibataires eux-mêmes, c'est même un adverbe qui n'a aucun sens à ce moment-là, qui vient comme des cheveux sur la soupe à la fin de cette phrase. Et ça a beaucoup intéressé Breton et tous les surréalistes, parce qu'ils s'en sont servis après, justement à cause de cette indécision, imprécision, et quand même, ça ne fait pas non-sens, ça n'est même pas du non-sens, mais ça donne une direction. Une direction très inquiétante. Très inquiétante. Oui. Donc, vous voyez, c'est une veine que j'aimais bien exploiter, ou que j'essayais d'exploiter. Et je le fais dans ce titre-là, et dans la peinture elle-même, ou dans l'exécution du grand vers, c'était la même idée dans tout ce qui composait ce vers. C'est d'obtenir des effets qui partent en tangente d'une traduction, d'une acceptation normale des choses, comme la fenêtre se ferme, la porte s'ouvre, etc., qui sont des choses trop connues depuis trop longtemps et dont on ne devrait jamais plus parler, comprenez-vous? Quel rôle le mouvement jouait-il dans vos préoccupations? Aussi, beaucoup. Ça m'a intéressé beaucoup, puisque même dès 1912, avec le parallèle futuriste qui s'est servi beaucoup de l'idée de mouvement à exprimer, ça a été une idée intéressante parce que ça n'avait jamais existé au sens d'employer le mouvement comme un instrument et non pas comme un idéal, parce que vous avez la petite statue près de la fontaine de Médicis, les trois jeunes filles nues qui portent un voile en bronze, qui volent très bien, et on vous dira c'est du mouvement. Et on dira même que l'homme qui marche de Rodin a du mouvement. Ça, c'était la conception statique qui prétendait exprimer le mouvement par la matière grise. Mais qu'en réalité, il n'avait pas eu de recherche de donner une illusion cinématographique du mouvement. Et c'est à partir de 1910 qu'il y a eu cette recherche chez les futuristes, chez beaucoup de gens d'autres, que ça a tenté, ça a intéressé. Et alors ça a continué, et sans arriver à une imitation du cinéma, on arrivait quand même à vouloir exprimer d'une façon plus terre-à-terre, pour ainsi dire, plus tangible du mouvement même que nous connaissons bien, nous le savons, que nous nous déplaçons tous les jours, et dans ce déplacement, il y a quelque chose à exprimer, autre que le nu statique, et qui a son intérêt, puisque toute la tradition de l'art est basée là-dessus, mais que aussi on pouvait se permettre, comme artiste, de vouloir rendre d'une façon différente l'idée de mouvement qui avait aussi existé toujours, mais ne s'était jamais permis d'imiter ou de vouloir imiter ce que le cinéma fait. Mais vous pensiez délibérément au cinéma en le faisant? Forcément, puisque l'idée d'un nu descendant l'escalier est venue du fait que j'avais vu dans l'illustration des photographies appelées chronophotographies, et ça, il y a eu beaucoup d'expériences à ce moment-là de photographies répétant chaque mouvement à une seconde stroboscopique, comme on les appelle aujourd'hui, n'est-ce pas, qui prennent chaque seconde par une étincelle et donnent le schéma, le diagramme du mouvement. On pourra me répondre que ça ne donne pas du tout l'idée du mouvement. En effet, ça ne la donne pas, mais ça la décrit. Et après tout, un tableau est un diagramme d'une idée, et dans ce cas-là, ça n'avait pas été fait. Si ça n'a pas été fait, ça peut être intéressant à faire. Chaque époque a du mal à trouver des choses qui n'ont pas été faites. Et ça, c'est une des choses qui a eu une grande influence dans toutes les 50 dernières années. Je pense que c'est à vous qu'il faut imputer l'idée des premiers ready-made. Oui, sûrement. En tout cas, c'est moi qui ai inventé le mot, alors j'ai le droit tout de même. Et je vous pose la question en vous la donnant entière, si vous le permettez tout de suite. Je me demande justement si le silence n'est pas au bout. Si lorsque l'on a peint, puis imaginé le ready-made, le silence ne vient pas normalement. Comme un ready-made lui-même. C'est assez juste parce que
n'est-ce pas, le ready-made est l'idée suivante qui est venue par hasard, comme toutes les choses qui ont une valeur quelconque. Le fait, par exemple, j'avais chez moi une roue de bicyclette dans mon atelier en 13. Je pensais à un feu de bois. Et je pensais, quand on fait tourner cette roue de bicyclette, seule, ça rappelle un mouvement du feu de bois. Qu'est-ce que c'est l'agréable du feu de bois? C'est ce mouvement, du feu dans la cheminée. Et j'ai comparé les deux, je veux dire, dans mon esprit, tout ça se passait dans mon esprit, et j'ai pensé que moi qui n'avais pas de cheminée, de remplacer ma cheminée par une roue qui tourne. Donc j'ai mis ma roue sur un tabouret, et que chaque fois que je passais, je la faisais tourner. C'est au fond le premier ready-made dans ma vie. L'idée m'est venue, mais sans que ça doive avoir une continuation quelconque. C'était une chose qui m'amusait, et même le mot ready-made n'existait pas. Je ne m'en étais pas encore servi pour ça. Ensuite, alors, un an après, je crois, vers 14, oui, j'ai pensé à avoir des choses toutes faites. Dire pourquoi faire? Qu'est-ce que c'est que faire? Faire quelque chose, c'est choisir un tube de bleu, un tube de rouge, en mettre un peu sur sa palette, et toujours choisir la quantité de bleu, la quantité de rouge, et toujours choisir la place sur laquelle on va le mettre sur la toile, c'est toujours choisir. Alors, pour choisir, on peut se servir de tube de couleur, on peut se servir de pinceau, mais on peut se servir aussi d'une chose toute faite, qui a été faite ou mécaniquement, ou par la main d'un autre homme, même si vous voulez, et se l'approprier, puisque c'est vous qui l'avez choisi. Le choix est la chose principale. Dans la peinture, même normale. Et dans tout. Et dans tout. Dans tout, dans l'expression. Et dans tout. Et du fait que vous voulez vous voulez aller à Gennevilliers ce matin, personne ne vous en empêchera si vous voulez y aller, et ce sera votre choix. Donc l'idée du choix m'a intéressé d'une façon métaphysique à ce point-là, et ça a été le début, et j'ai acheté ce jour-là un porte-bouteille au bazar de l'hôtel de ville, et je l'ai apporté chez moi. Et ça a été le premier ready-made. Alors, ce qui m'a intéressé aussi, c'est de lui donner, dans ce choix, une sorte de drapeau ou une couleur qui n'était pas sortie d'un tube. Cette couleur, je l'ai obtenue en inscrivant sur le ready-made en question une phrase qui aussi, elle aussi, devait être d'essence poétique et souvent sans sens normal, arrivant à jouer avec des mots, des choses comme ça. Je ne me rappelle même plus, maintenant je ne me rappelle plus parce que ce ready-made a été perdu, je ne me rappelle plus la phrase que j'avais écrite dessus et je ne l'ai inscrite nulle part, donc c'est fini, c'est perdu. Mais la réplique existe, on peut acheter encore un porte-bouteille du même type au bazar de l'hôtel de ville aujourd'hui, je l'ai fait d'ailleurs, pas dernièrement, et j'ai une réplique de ce ready-made, mais qui me donne la même satisfaction. Parce que ça n'est pas du tout l'idée, justement, de l'œuvre d'art. Comme on a vu, c'est l'idée que ça a été choisi, et que, pour ainsi dire, c'est sacré parce que choisi. Et c'est assez clair comme définition. Oui, parce que je pense que l'idée du ready-made est excessivement importante, et que dans l'intérieur moderne, le ready-made a pénétré. Oui. Mais alors avec une déformation, parce qu'il est devenu œuvre d'art. Exactement. C'est là où le point aussi important, c'est que le ready-made... Pensez que dans le Midi, il ne s'ouvre plus maintenant une boutique d'antiquaire ou une boutique de mode qui ne place devant sa porte un objet qui est destiné à faire le ready-made et qui va être une charrue, qui va être un brancard de voiture, qui va être un objet que l'on a sorti de sa fonction et placé dans un endroit insolite, ce qui fait que l'idée de ready-made se trouve trahie. C'est pourquoi je vous pose toutes ces questions. C'est vrai. La source, c'est oui, d'accord. C'est l'achat du porte-bouteille par Marcel Duchamp. D'accord. La différence est que j'ai très vite vu aussi que le danger était de passer sa journée à avoir un nouveau ready-made, n'est-ce pas? Puisque si on finit par aimer ça, alors ça devient un autre système qui est aussi blâmable que celui que j'avais blâmé. Immédiatement, j'ai eu la chance de faire intervenir l'économie, c'est-à-dire doucement. Un ready-made de temps en temps, mais pas 10 par jour. Donc, la sobriété, là, a joué. Culture Plus, mémorable, Marcel Duchamp s'entretient avec Georges Charbonnier. Je pense brusquement,
Une chose excessivement importante dans tout ce que vous avez dit à propos des mots. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, Picabia vivait encore, de voir chez lui les disques que vous lui avez donnés. Ah oui, oui, oui. Alors ces disques se présentaient comme des disques destinés à un phonographe. Absolument. Et les mots étaient écrits Oui. sur le disque. Ça, c'est assez... Bien qu'il y avait ce paradoxe extraordinaire que si on avait mis le disque sur un phonographe, les mots écrits sur le disque ne pouvaient pas sortir. Mais l'important était donc des mots qui ne pouvaient pas sortir, mais qui étaient dits d'une certaine manière, puisque imprimés sur un disque. Je les ai tous photographiés, et j'ai chez moi l'ensemble des photos de vos disques. C'était à propos d'un petit film qui s'appelle Anémique Cinéma. Anémique, l'anagramme de cinéma, c'est pour ça que j'appelais ça Anémique Cinéma. Et c'était en effet basé sur le principe de la spirale, mais un peu différent, qui m'a permis ensuite d'en faire d'autres, plus compliqués et plus intéressants, où on arrivait à refaire des objets qui a en relief, comme un œuf à la coque, une lampe avec un abat-jour, tous ces objets qui sont ronds de forme, avec un axe symétrique, une forme de symétrie qui, en tournant avec la déformation de l'excentricité, arrive à donner une illusion de troisième dimension qui n'est pas de l'accommodation ordinaire des yeux, mais qui au contraire peut être vue, cette troisième dimension, avec un seul œil. On la voit mieux en fermant un œil qu'en laissant les deux yeux. Ça m'a amusé à ce moment-là, c'était des expériences presque en dehors de la peinture, mais enfin, c'est une chose qui m'avait beaucoup intéressé. Parce que ce que l'on ne peut pas éviter, ce qui était peut-être votre but d'ailleurs, c'est que dès que j'ai décidé qu'il y a Ready-Made, l'important est ma décision. Exactement. Beaucoup plus que l'objet. Exactement. Et c'est la grande difficulté parce que tout le monde peut décider, puisque tout le monde décide à chaque instant de sa vie et se choisit à chaque instant de sa vie. Et ce choix, justement, était assez délicat. Au fond, chacun est entouré de Ready-Made. Exactement. Il n'y a même que cela. Et pour éviter, justement, de choisir ceux qui rappellent un passé ou même un avenir esthétique, c'était là le point important, parce que c'est facile de choisir une chose qui vous plaît. Ce plaît est basé sur vos traditions, votre esprit de goût et de choses comme ça. Alors, il fallait choisir quelque chose sans goût, insipide. C'est difficile. Évidemment, je trouve que même si on peut trouver un porte-bouteille joli à regarder, c'est d'abord insipide. Nettement. Ça n'a pas de goût net, ça remplissait bien ce que je voulais que mon choix ne porte pas, ne soit pas influencé en tout cas par tout ce que je voulais démolir avant, n'est-ce pas? C'était ça la difficulté du problème. Je suis même arrivé à faire un ready-made d'un grand tableau dans un restaurant qui était signé par un autre peintre que je ne connaissais pas, complètement imbécile, le tableau, et je ne connaissais pas le peintre. Et une grande décoration. Alors, par un geste de ready-made, j'ai été le signer dans l'autre coin, comprenez-vous? Ça prend la forme humoristique qui est nécessaire à la base du ready-made. Aussi, il ne faut pas en faire une chose sérieuse. Il faut que ce soit justement que la gaieté du choix intervienne. Arbitrairement, je me projette sur n'importe quoi. Exactement. Marcel Duchamp, est-ce que le cadre dans lequel on place un ready-made a de l'importance en ce qui concerne la définition du ready-made? Non, pas du tout. Je donnais une sorte de personnalité à moi. Il y avait généralement une inscription qui ajoutait une couleur. Pour moi, c'était une autre couleur qui le différenciait un petit peu de ses autres ready-made, de ses copains. Mais il y a aussi eu des choses amusantes avec les ready-made. Décider d'une certaine heure, à un certain jour, pour choisir un ready-made. Alors, c'est un rendez-vous avec la destinée, si vous voulez. Et alors, on marque la date où le ready-made a été choisi. Je le fais dans un petit peigne en fer, n'est-ce pas, pour les chiens.
J'avais marqué une heure exacte, le jour, et c'est marqué dessus. Je crois qu'il n'a pas disparu encore, celui-là. Vos grandes toiles ont précédé les Ready-Made. Oui, c'est vrai. Le premier, c'est vraiment 13 et 14, et toutes ces toiles étaient déjà finies en 1912, oui. Est-ce que le silence n'est pas au bout du Ready-Made? Vraisemblablement, oui. Vraisemblablement, c'est vraiment... C'était difficile de enchérir, si vous voulez, sur l'idée ou sur l'envol vers quelque chose d'autre encore. On ne peut pas se renouveler constamment, et comme ça a toujours été mon ambition, c'est de me renouveler dans chaque chose que je n'ai plus pensé à... Je ne penserais pas à choisir un Ready-Made aujourd'hui, comprenez-vous. Ça ne m'intéresserait pas. Ça ne m'intéresserait pas parce que je considère que je l'ai fait assez pour ma satisfaction et que je ne veux pas le faire avec l'idée d'un public qui en profiterait ou qui en jouirait. C'est pas fait pour c'était pas fait pour le public. En effet, comme vous dites, c'est le silence dans ce sens-là que le silence, après tout, le public peut toujours le prendre. Hein. Il n'en reste pas grand-chose. C'est toujours le silence, c'est la meilleure production qu'on puisse faire parce qu'on n'assigne pas, tout le monde en profite puisqu'on sait ce que c'est qu'un silence. Il existe et il se propage plus vite que la lumière électrique. C'est intéressant dans ce sens-là. Savez-vous que je suis assez frappé de la parenté de vos propos avec des propos de Picabia? Oh, nous avons été très amis d'abord. Très, très amis. Il y a une grande parenté énorme entre votre état d'esprit et l'état d'esprit qu'il avait. Énorme, nous avons été très, très amis. Et entre 1911 et 14, surtout, ça a été pour nous une explosion. Nous, c'était assez comme les deux pôles, si vous voulez, chacun ajoutant quelque chose et faisant éclater l'idée par le fait qu'il y avait deux pôles. Étant seul, il aurait été seul, j'aurais été seul, peut-être que moins de choses se seraient produites dans nous deux, comprenez-vous? Il a eu comme Parce que c'est vous qui le considérez comme le grand surréaliste. Ça, je puis l'affirmer de la manière la plus formelle. Il me l'a dit 10 fois. Nous essayons d'être plus généraux que le surréalisme. Beaucoup plus indépendant, si vous voulez, parce que comme le surréalisme, si vous voulez, a voulu faire quelque chose qui s'inscrive dans le cadre d'une société X ou Y. Ils y sont arrivés plus ou moins. Mais chez nous, il n'y avait même pas cette idée de s'inscrire nulle part. Nous ne voulions pas nous inscrire. Nous étions Dada beaucoup plus que Dada, parce que nous aurions détruit Dada aussi, si nous avions pu, comprenez-vous. Il y avait l'idée simplement de ne s'inscrire nulle part, et de ne pas briguer aucune notoriété, comprenez-vous. On n'y arrive jamais, vous comprenez, ce sont des pseudo-rêves, si vous voulez, mais c'était quand même parmi les choses. Et d'ailleurs, Lebel a très bien compris ça dans son livre. Lebel vient de faire paraître une chose dans laquelle il a une analyse psychologique de la question, même psychoanalytique, très très bien fouillée. Il est très remarquable comme perspicacité, si vous voulez. Et ça m'a fait très plaisir de lire quelque chose sur moi, comme un miroir. On se regarde dans la glace pour la première fois et on se voit, qu'on ne se voyait pas avant. Vos frères et vous-même, aviez-vous des préoccupations communes? Oui. C'était surtout commune. Comment ça pouvaient se présenter vos discussions, vos réunions? Oh, c'était très simple, c'était très, très familial d'abord, mais aussi mélangé avec les autres cubistes qui venaient à ce moment-là à Puteaux. Mon frère habite depuis 1905, je crois. Et il avait fait sorte de dimanche à Puteaux où tout le monde venait, les cubistes de cette époque, La Fresnay, etc., venaient. Glaise, naturellement, Metzinger, Léger. Alors, il y avait des après-midi de dimanche amusants où on jouait, on tirait à l'arc, on faisait un jardin, donc c'était agréable, en été surtout. Et alors, il s'en suivait des discussions, naturellement, complètement théoriques, comme dans l'agora, n'est-ce pas? C'était une sorte d'agora. Et c'était très intéressant, et naturellement, ces choses-là sont très édifiante pour des... Moi, j'étais jeune quand même à ce moment-là, j'avais 24 ans, 24 ans. Ouais. C'est vraiment une source d'inspiration très, très salutaire pour un homme jeune, en tout cas. Et puis, Apollinaire venait souvent. Enfin, c'était vraiment une rencontre
intéressante d'esprit. Jacques Villon semble s'être tenu par goût assez à l'écart des préoccupations surréalistes. Il a aimé rester peintre, les peintres complets, comme on dit du pain, le pain complet. Vous avez entendu Entretien avec Marcel Duchamp, une émission de Georges Charbonnier. C'était le 3e volet des entretiens de Marcel Duchamp avec Georges Charbonnier, enregistré en 1960. Pour les gens de ma génération, il n'y a rien eu de plus fascinant que le surréalisme. Je comprends. Et alors nous nous rendons très bien compte que en parler ne donne pas la chose, Non. qu'il fallait l'avoir vécu, qu'il faudrait la vivre, que de façon générale, une expérience vécue ne peut pas être Revécu. revécue ni rendue avec des mots. Breton, au fond, est pour nous quelqu'un d'assez mystérieux. Et il Nous voyons qu'il n'est plus André Breton, nous savons qu'il est toujours André Breton et que le nom d'André Breton demeure à jamais associé au surréalisme. Absolument. Et nous aurions voulu savoir comment c'était quand il vivait, parce que nous pensons qu'il ne vit plus maintenant. Nous constatons qu'il vit, qu'il marche, qu'il va, qu'il vient, qu'il pense. Personne ne songe à discuter cela. Il avait beaucoup d'aide dans Éluard, dans Aragon, dans Soupeau, au début, surtout au moment où ils étaient dada, jusqu'à 21, 22, 23. Et même après, ça a été très important pour lui d'avoir des appuis d'un Aragon, d'un Éluard. Tout ça, c'est dissous en 30-35, quand il y a eu des séparations, et où il est resté seul. Au fond, évidemment, lui-même probablement souhaitait cette solitude où il n'y aurait plus de compte à rendre à ses pairs, n'est-ce pas? Je pense que c'est ça qui a dû motiver les séparations, plus que les raisons données, qui sont d'origine politique ou d'autres choses. Mais enfin, je crois que Breton, en effet, est un phénomène d'égoïsme extraordinaire, d'ambition égoïste, enfin, une sorte de Néron, n'est-ce pas? Pour dire un dominateur merveilleux dans ce sens-là. Et moi, mes relations avec lui, justement, ne l'ont pas gêné parce que je ne suis ni surréaliste au sens réel du mot, ni même ambitieux dans ce sens-là, parce que c'est rien qui m'ennuierait plus que d'être chef d'école. Je trouve que c'est la chose, d'abord, qui ne veut rien dire, et ensuite, qui est vraiment une drôle d'ambition à soutenir pendant 40 ans ou 30 ans. Il faut avoir un air, comment ça s'appelle, un plomb formidable pour le faire. Il le fait très bien. Avez-vous été excommunié à un moment quelconque? Jamais. Je suis un des seuls pas excommuniés. Et Perret, je crois. Perret et moi n'avons jamais été excommuniés. Mais c'est difficile de m'excommunier parce que je ne signe jamais leur pétition, en somme. Je ne suis pas à l'intérieur où on signe des pétitions, où on signe des choses et tout le monde doit signer. Alors, on ne m'a jamais demandé de signer et je n'ai jamais offert de signer. C'est une chose qui ne m'intéresse pas parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas dans ma nature de demander quelque chose en signant. Voyez-vous que c'est une demande, malgré tout, une déclaration qui est du même ordre. Alors, je n'ai pas ce côté doctrinaire du membre du mouvement qui doit, lui, obéir à toutes les manifestations de ce mouvement. Tandis que Perret était complètement co-directeur, pour ainsi dire, avec Breton. En quelle année êtes-vous arrivé aux États-Unis? En 1915. Et dans un moment, naturellement, où la guerre était plus que commencée, et où la guerre n'était pas déclarée par les États-Unis encore, qui sont entrés en guerre qu'en 1917. Mais pour moi, le pays était tellement différent de ce que j'avais connu comme pays avant, qu'il y a eu un choc très net, certainement, puisque j'y suis encore, et j'y suis retourné, et j'y suis resté, et j'y resterai maintenant. C'est intéressant, je suppose que c'est un peu banal aussi de changer de pays, mais
J'ai peut-être eu l'esprit d'expatriation, si c'est un mot, parce que ça faisait partie d'une possibilité de sortir de moi, au sens traditionnel du mot, c'est-à-dire ma naissance, mon enfance, mes habitudes, ma fabrication, si vous voulez, toute française. Et alors, le fait que vous êtes transplanté dans un bain complètement nouveau au point de vue environnement a une chance de vous permettre une éclosion différente. Ce qui est arrivé avec moi, c'est certain que ça m'a beaucoup aidé à me débarrasser de scories traditionnelles, si vous voulez, de scories normales, régionales de l'individu qui naît dans son patelin et qui n'en sort jamais. C'est quand même un pays différent. En tout cas, à ce moment-là, c'était très différent. Maintenant, ça l'est moins parce que tous les pays commencent à se ressembler. Il va falloir aller dans la Lune pour changer. Dans l'ordre intellectuel et dans l'ordre plastique, que trouviez-vous aux États-Unis? Comme dans tous les pays, n'est-ce pas, quand on les voit superficiellement, on les juge par les postes d'essence ou par les maisons construites plus hautes ou moins hautes. Mais en réalité, il existe dans tous les pays des élites ou des gens intelligents. Par intelligents, j'entends qui en sont en communion avec vos idées. On les trouve aux États-Unis, comme on les trouvera en Turquie, comme on les trouvera n'importe où. Et ceux des États-Unis étaient sympathiques parce que leur relation d'individu à individu était très agréable, surtout dans mon cas en tout cas. Ce qui donc m'a décidé à rester en relation avec des gens qui sympathisaient, qui m'aidaient même beaucoup. Et c'est une façon de comprendre ça. Était-on déjà très informé du cubisme et pressentait-on Dada? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui annonçait un Dada américain? Pour ainsi dire, presque en tout cas, puisque la chose qui a révolutionné au point de vue artistique les États-Unis, c'est l'exposition de 1913, qui a vraiment, on a amené d'Europe tout ce qui se faisait d'intéressant et d'important à ce moment-là, cubisme, etc., et fauvisme et tout ça qu'ils ne connaissaient pas du tout, parce que c'était quand même encore un pays assez colonial dans le sens bête du mot, où on lisait les journaux d'Europe pour savoir quelque chose. Tandis que là, il y a eu une exposition qui était un phénomène important qui a fait, pour ainsi dire, une petite révolution parmi les esprits. Alors, de cette révolution est née une série d'esprits avertis qui se sont développés et qui ont fait ce que j'ai vu, moi, en 1916, 17, 18, pendant cette guerre. Le surréalisme a été reçu très vite? Pas tellement. Un phénomène s'est passé assez curieux, c'est que les musées ont été créés à ce moment-là, un à un, n'est-ce pas, musées d'art moderne, en fait, pas tout de suite, mais un peu plus tard, ou musées moins importants, mais qui voulaient justement représenter tous ces mouvements que l'exposition de 1913 avait déclenchés. Et alors, il s'est formé une sorte comment dirais-je, d'institution, d'institut, même dans l'esprit. Et le surréalisme n'avait pas été manifesté, puisqu'il n'existait pas avant 1924, il n'avait pas eu de manifestation en 1913. Donc, tous ces gens qui devenaient des conservateurs de musées ou des critiques d'art étaient formés par cette exposition de 1913. Et quand le surréalisme est arrivé, ils n'ont pas accepté, tout comme ici, les idées surréalistes parce que pour eux, ils étaient déjà formés une chose, une norme dont ils ne voulaient pas départir. Et alors il y a eu, comme ici, la même opposition de la part d'une élite intellectuelle de conservateurs ou de critiques d'art, etc., qui restaient dans leur fromage qu'ils avaient établi depuis 1913. Alors il y a eu la même bataille qu'ici pour imposer le surréalisme. Et alors, évidemment, depuis quelques années, ou au moins depuis une vingtaine d'années, c'est complètement admis, et même plus qu'admis. Max Ernst va avoir son exposition prochaine rétrospective à New York, dans le musée d'art moderne, qu'il n'aurait jamais eu il y a 20 ans.
Marcel Duchamp, nous savons tous ou nous pensons tous savoir ce qu'est une œuvre d'art. À quel moment existe-t-elle et qui l'a fait? Exactement, je n'en sais rien moi-même, mais je crois que l'artiste, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait. Je veux dire par là, il sait ce qu'il fait physiquement, et même sa matière grise pense normalement, mais que le résultat esthétique, lui, n'est pas capable de l'estimer, le résultat. Et ce résultat esthétique est un phénomène à deux pôles. Le premier, c'est l'artiste qui produit, et le second pôle, c'est le spectateur. Par spectateur, j'entends pas seulement le contemporain, mais j'entends toute la postérité et tous les regardeurs d'œuvres d'art qui, par leur vote, décident qu'une chose doit rester ou doit survivre parce qu'il y a une chose profonde que l'artiste a produit sans le savoir. Et j'insiste là-dessus parce que les artistes n'aiment pas qu'on leur dise ça. L'artiste aime bien croire qu'il est complètement conscient de ce qu'il fait, pourquoi il le fait, comment il le fait, et la valeur intrinsèque de son œuvre. À ça, je ne crois pas du tout. Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste. Mais on m'assure que l'art est un langage. Qui dit langage dit à la fois communication et volonté de communiquer. Est-ce que, je veux bien admettre que le peintre a quelque chose à dire, mais est-ce qu'il souhaite dire quelque chose à quelqu'un? Est-ce que tous les éléments du dialogue sont réunis? Deux interlocuteurs et la volonté d'échange. Est-ce que ces éléments se trouvent réunis dans le phénomène peinture? Ou dans le phénomène art en général? Justement, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on peut parler, supposer qu'un artiste, le plus grand artiste du monde, soit dans un désert ou dans une terre sans habitants, il n'y aurait pas d'art. Parce qu'il n'y a personne pour les regarder. Une œuvre d'art doit être regardée pour être reconnue comme telle. Donc le regardeur, le spectateur, est aussi important que l'artiste dans le phénomène art. Mais est-ce que l'on peut penser que l'artiste tout à fait isolé continuerait, s'il avait les moyens matériels, de continuer? Il pourrait continuer pour s'amuser. C'est un amusement unilatéral. Mais l'œuvre d'art exige les deux pôles, à mon avis. Est-ce qu'on pourrait tout de même admettre qu'il est lui-même les deux interlocuteurs? Oui, on peut admettre qu'il l'est. Je fais. Le temps s'écoule, je regarde. Je suis différent. Je regarde ce que j'ai fait il y a 6 mois, il y a 10 ans. Est-ce qu'on ne pourrait pas concevoir un dialogue de cet ordre? Et est-ce qu'en fait, le dialogue n'est pas de cet ordre? Non, il n'est pas de cet ordre parce que le regardeur ajoute par son interprétation à ce que l'artiste n'a jamais même pensé faire. Non seulement il ajoute, mais il déforme à sa façon, selon son autorité, et Dieu sait si elle est forte, cette autorité, quand il s'agit de la postérité qui, en somme, décide ce qu'on va mettre au Louvre et ce qu'on ne va pas mettre au Louvre. Et ce n'est pas les artistes qui le décident, ce sont les autorités. Et les autorités, j'entends par là les spectateurs, les regardeurs de chaque époque, les connaisseurs, les esprits supérieurs de ces époques qui sont aussi importants que l'homme qui l'a fait. Vous comprenez, il y a, comme dans l'électricité, les deux pôles, le positif et le négatif, appelez ça comme vous voulez, mais l'un est aussi indispensable que l'autre. Et justement, j'attache même plus d'importance au regardeur qu'à l'artiste. Autrement dit, la postérité établit une hiérarchie entre les langages. Évidemment. Et très importante, puisque c'est elle qui fait au fond l'histoire. L'histoire est faite par les gens qui viennent après et qui l'interprètent et qui souvent la déforment. Nous le savons très bien que nous ne savons rien de ce qui s'est passé réellement sous Louis XV. Il y a des choses écrites qu'on interprète, mais les faits eux-mêmes n'ont pas toujours été enregistrés d'une façon exacte. Et Dieu sait aussi qu'à chaque époque, les historiens font de grands romans de l'histoire passée. Donc, dans le domaine de l'art, c'est la même chose. Mais ce sont des erreurs qui, dans le domaine de l'histoire, sont bien redressées maintenant. Pas toujours. Nous ne pensons plus l'histoire comme nous la pensions. Oui, mais en tout cas, quand ça remonte, c'est vrai, mais quand on remonte aux archaïques grecs, on est bien perdu.
Et là, on a tellement peu de documents qu'il y a une fabulation fantastique, n'est-ce pas? J'arrive de Grèce et vraiment, il y a 3 théories en même temps pour le même site à interpréter. Donc, vous me direz qu'on peut jusqu'à un certain point avoir aujourd'hui plus de documents sur le passé qu'on en avait avant à cause de la photographie, des moyens mécaniques qu'on a. Mais en tout cas, ça ne change rien au phénomène artistique qui, lui, est fait beaucoup plus de l'interprétation du regardeur qui, lui, voit ce que l'artiste ne voit pas. Ou il croit voir, mais il ne voit pas. Et je crois que cette cécité, pour moi, est importante et déplaît beaucoup aux artistes qui se croient complètement conscients de ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils font, c'est très bien, c'est entendu, ils se satisfont eux-mêmes, ils satisfont leur envie de produire, mais la valeur, la validité ou l'importance de ce qu'ils produisent n'est pas du tout nécessairement ce que leur intention a produit. Tandis que le regardeur, la postérité, a d'autres moyens de mettre une étiquette sur ce qui a été produit. Pensiez-vous tout cela lorsque vous peigniez? Plus ou moins. Je n'ai jamais été, enfin je ne crois pas en tout cas, je n'ai pas cru parce qu'on sent très bien quand on fait quelque chose que ce que les autres y voient vous étonne toujours, généralement. Tandis qu'il y a certains artistes qui expliquent beaucoup ce qu'ils font, et plus ils l'expliquent, moins ça prend d'importance pour ceux qui finalement donnent leur jugement définitif. Si vous pensiez cela lorsque vous peigniez, est-ce que ce n'était pas de nature à diminuer, à réduire une certaine foi dans la peinture dont on attend toujours, à tort ou à raison, qu'elle se manifeste chez l'artiste? Non, au contraire, parce que si on a cette attitude vis-à-vis de ce qu'on fait comme artiste, on espère au contraire qu'on sortira de soi-même sans le savoir, puisqu'on accepte cette cécité, que la chose qui sortira sera une chose indépendante de votre volonté, de votre intelligence, de vos sens, de tout. C'est une chose beaucoup plus profonde que l'inconscient, si vous voulez. Et ça, seulement la postérité peut le découvrir. Et ça, c'est une attitude qui est assez typiquement surréaliste. C'est le surréalisme qui a peut-être, oui. remis en honneur cette manière de penser. Oui, je suis d'accord. Ça n'est pas surréaliste seulement, c'est beaucoup plus universel, à mon avis, puisque à toutes les époques... Oui, ça mais il été... me semble que c'était un peu perdu de vue avant le surréalisme. Sûrement, ça a été... parce qu'on a réduit souvent l'art aux moyens techniques qui permettent de déceler un mieux et un moins bien, temporairement. Tandis que la valeur profonde de l'art, c'est une chose qu'on ne peut pas déceler d'une façon temporaire, c'est une chose beaucoup plus profonde et beaucoup plus durable. Et seulement, je vous dis, seulement je crois, les siècles peuvent avoir cette perception profonde d'une chose que l'artiste, en le faisant, ne pouvait pas imaginer. Ce n'est pas une question d'intention, ni de raisonnement, ni de... C'est une chose qui est malgré lui, n'est-ce pas? Autrement dit, nous fumons une cigarette chacun. De notre côté, il y a 2 façons de la fumer, la vôtre et la mienne. Et il n'y a aucune comparaison, même si apparemment nous fumons de la même façon. Culture Plus, mémorable, Marcel Duchamp s'entretient avec Georges Charbonnier. Quel est le prix de la peinture? Le mot prix doit avoir... Je le prononce très intentionnellement, avec la légère ambiguïté oui, qu'il justement. propose. Le prix est curieux parce que le prix, au fond, que ce soit en monnaie ou en valeur morale, est curieux aujourd'hui. C'est une drôle de constatation de l'importance que ça a pris dans la vie courante, en tout cas dans tous les pays occidentaux. Et on se demande pourquoi cette espèce d'intrusion de l'art dans la vie de tous les jours, de tout le monde, ce qui n'existait pas non plus il y a même pas 50 ans. Et est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Je crois que les prix en monnaie sont inquiétants parce que si la monnaie augmente, il faut que ça continue à augmenter. Est-ce qu'une chose numérique peut toujours augmenter? C'est encore un problème mathématique plutôt qu'autre chose. Et alors, si elle n'augmente pas, il y aura ce qu'on appelle un crash, n'est-ce pas? Une dégringolade subite due à une catastrophe politique ou autre chose. En tout cas, ça peut se produire, ça s'est produit déjà dans le passé. Mais comment peut-on comprendre que
la notion de prix soit attachée à la notion d'œuvre d'art? Impossible à comprendre. Impossible à comprendre et complètement ridicule, justement, d'attacher une étiquette. C'est antinomique en soi, parce que l'œuvre d'art n'a pas de valeur, aucune d'ordre numérique ou d'ordre même moral. C'est une chose qui s'impose par sa présence uniquement, et le fait que cette présence est telle qu'elle passe de siècle en siècle et est conservée comme une chose unique, qui donc n'a pas de prix. Et le prix, vous me dites, il y a un prix moral, c'est-à-dire que le fait qu'une chose a été faite en 1530 et est encore visible aujourd'hui est une chose extrêmement curieuse. Mais enfin, il y a aussi des circonstances qu'on pourrait presque analyser, que la chance d'une chose de survivre. Ce que nous voyons de fait en 1530 n'est pas forcément ce qu'il y avait de mieux en 1530. Cette chose a survécu. Comment a-t-elle survécu? On pourrait au besoin de l'analyser. Mais en 1530, il y avait probablement d'autres choses qui étaient faites, ou d'autres artistes dans le domaine de l'art, qui n'ont pas survécu. Donc nous avons perdu ces gens-là. De là, une conclusion un peu facile, mais très logique, c'est que ce qu'on appelle le Louvre, ce qu'on appelle le Prado, ce qu'on appelle le National Gallery à Londres, sont un réceptacle de médiocrité. Peut-être difficile d'admettre l'idée complètement. Complètement non, mais en tout D'admettre cas... qu'ils ne sont pas représentatifs totalement. Exactement. En tout cas, donc, il ne faut pas se croire au milieu des choses absolument remarquables de toutes ces époques. Il y a beaucoup de choses perdues, et peut-être beaucoup plus de choses perdues que de choses qui sont restées. Et surtout, un esprit aime voir une chose faite en 1530. C'est le côté antiquaire de notre esprit est très curieux. C'est que parce qu'une chose a été faite en 1530, c'est une belle chose. Ah, mais sur le plan économique, il me semble que c'est ce qui est le plus facile à justifier, parce que la rareté pénètre là. Justement. Tandis que lorsque je me place dans mon temps, à ce moment-là, il n'y a pas de rareté. Il n'y a pas de rareté, ou tout au moins vraiment des raretés qui ne sont absolument pas comparables. Alors, à quoi le prix est-il donné? Au plaisir esthétique? Non, à cette rareté. Au jugement? Non, plus à la valeur morale? Non, plus à la rareté. Au fait que la chose a survécu. C'est pour ça que la peinture est intéressante dans ce sens-là. C'est que c'est l'art, plus que les autres, qui garde sa valeur d'antiquité. Une chose a été faite par monsieur Untel en 1530. Et le fait que cette chose est authentique et faite en 1530 lui donne cette valeur d'antiquité. Mais quant à la valeur esthétique, elle vient en second lieu. Par retournement de raisonnement, on en conclut que c'est une très belle chose, au point de vue esthétique, parce qu'elle a survécu. Cette survivance lui donne une valeur. Autrement dit, vous pourriez mettre dans un caisson une brosse à dents faite aujourd'hui et une machine à écrire, le mettre au fond de la Seine pour l'ouvrir dans 500 ans, ce sera une chose extraordinaire dans 500 ans. Et ce sera probablement comparable à un Cimabue pour les gens dans 500 ans. Parce que nous n'avons rien d'autre. Et cette espèce de respect du passé est un phénomène humain, je crois. Oui, mais en 1961... Pour nous, ça n'a aucune importance, mais je ne crois pas. À nous, contemporains, je ne crois pas que nous ayons la moindre valeur de jugement actuel sur notre propre époque. Nous sommes trop près, il faut le recul quand même, puisque le monde est fait de passé, de présent et de futur, au moins pour le moment, qu'on accepte cette idée de n'avoir pas de compétences en matière de jugement sur nos contemporains. Qu'est-ce qui est acheté si cher à notre époque? Qu'est-ce qui est acheté? La peinture elle-même, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qui est acheté si cher en 1961? Non, malheureusement, je crois que c'est une spéculation d'ordinaire. Au lieu d'acheter du blé, on achète de la peinture. Et ça n'a pas un gros intérêt, à mon avis, que les gens en profitent. Parce qu'on peut constater, n'est-ce pas, que de la façon la plus générale, que l'on envisage le monde des critiques, le monde des acheteurs, le monde des vendeurs, l'estime sincèrement portée, je dis bien sincèrement, l'estime sincèrement portée à une œuvre suit de la manière la plus fidèle sa cote. Et je dis bien sincèrement. Oui, oui. Oui, mais parce que cette sincérité... On est au-delà de toute comédie, au-delà de tout commerce. Oui, mais enfin... On est sincère. Il y a une religion... Mais mystérieusement, ça suit la cote. Oui, mais parce qu'il y a la religion de la spéculation. Appelez ça une religion si vous voulez, mais c'est une religion quand même. C'est un monsieur qui achète quelque chose
pour 5 sous et le vendre 10 sous le lendemain, croit en Dieu, croit en son Dieu de la spéculation. Et ça, c'est une chose très nette à l'heure actuelle où la commercialisation générale est flagrante. L'argent, plus que jamais, a pris forme de divinité, plus qu'il y a 100 ans ou avant, où il y a eu des époques peut-être... Mais non, je ne crois pas. C'est surtout maintenant, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que Dieu a diminué d'importance, il a fallu en trouver un autre, et on a trouvé l'argent comme divinité dont on ne parle presque pas, mais à laquelle on pense tout le temps. Je ne sais pas. Enfin, pour moi, c'est flagrant. Comme vous dites, on peut faire en 10 minutes une chose qui vaut tellement cher. Alors, il y a une tentation pour l'acheteur, aussi bien que pour l'artiste, à se servir de cette chose qui aide à satisfaire ce besoin de spéculation qui s'est développé petit à petit parce que c'est une forme de la concurrence. Après tout, nous vivons dans un monde compétitif. On tue son voisin, il faut bien tuer son voisin pour survivre, n'est-ce pas? Sans ça, on ne survit pas, c'est vous qui mourrez. C'est un choix. Je crois que c'est à cette conclusion qu'on peut arriver. Vous êtes au service de cette divinité, et le monde entier y est. C'était le dernier volet des entretiens de Marcel Duchamp avec Georges Charbonnier, enregistré en 1960.